Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma tous deux. Bonjour. Nous ne sommes Frédéric. que deux. Bonjour Anne. Et moi, je vous emmène tout de suite dans un club méditerranéen où, faisant office d'eux, au bord des flots bleus, bien sûr. C'est filmé peut-être à La Réunion. Et c'est le film qui s'appelle Largué, avec Miu Miu. Et Miu Miu et ses deux filles. Pourquoi larguer? Parce que cette femme de 60 ans vient d'être plaquée par son mari, qui en a trouvé une plus jeune. Classique. Et ces deux filles, qui aiment beaucoup leur mère, qui sont très, très différentes, ont décidé d'offrir des vacances à leur mère pour lui faire oublier cette phase difficile. Et ça donne lieu à un film extrêmement dynamique, drôle, de par la personnalité des deux filles. Qui a été fait par une femme qui s'appelle Héloïse Lang. Oui, c'est un film de femme. Oui, est-ce que vous savez si Héloïse Lang a un rapport avec le réalisateur Michel Lang? Ah, non. Non, bonne question, merci de l'avoir posée. Je n'en sais rien, mais bon, alors, c'est pas un film... c'est pas un détonnant. Film, voilà. Bon, il n'y aura pas le prix à Cannes. C'est un film extrêmement... c'est un film plein d'humour, léger, joyeux, très joyeux, beaucoup de vérité sur ces gens qui partent une semaine en réalité pour laisser le poids de leurs soucis, voire de leurs drames, chez eux. Et humainement, c'est très riche. Vous voyez, il y a une patte humaine, il y a une certaine tendresse dans les rapports entre ces deux filles et leur mère. Et c'est un film où tout le monde rit. C'est en fait le club méditerranéen, c'est un peu ça. Hein. Absolument. Vous vous excluez complètement pendant une semaine ou 15 jours de tous vos ennuis, etc. Absolument. La mise en scène, je crois qu'elle est assez plate, mais c'est pas nécessaire, non. Enlevé, on ne s'ennuie pas une seconde, ça passe vite, et on rit de la première à la dernière image. Non, donc ça doit bien marcher. Je vous le signale, je suis dans ma phase film léger. Hein, je suis allée voir Tout le monde debout en votre absence. Je suis allée voir... Pas aimé. Vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que vous avez... Je n'aime pas l'acteur. Et vous n'aimez pas Dubosc? Moi non plus. Je déteste Dubosc. Moi non plus, je n'aimais pas, mais là... Et puis la fin, c'est quand même un Dubosc métamorphosé. C'est un Dubosc qui remet en cause... Métamorphosé, il faudrait qu'il disparaisse pour moi. Ce serait la seule métamorphose qui a fait je ne supporte pas. Vous êtes dur. Non, je trouve que la métamorphose de Dubosc en homme conscient de ses limites, c'est suffisamment rare pour... il a une capacité d'autodérision. Il a une capacité, et je trouve que c'est un film plein d'énergie. Cette femme qui est paralysée, qui est belle comme le jour... L'idée était donne des leçons d'énergie encore à tous ceux qui ont l'heure de pattes, ou plutôt l'heure de jambes. Et c'est un film qui fait du bien aussi. Et puis l'autre film très drôle, je vais le retrouver et je vous en parlerai. Alors, et vous, Frédéric? Et moi, comme aurait dit Dutronc. Déjà, je vais aller voir L'île aux chiens. Donc oui, on en parlera la semaine prochaine. Oui. Vous ne l'avez pas vu, mais c'est un film d'animation. Ah, vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu et j'étais... Parlez-en, disons un mot. C'est quand même Wes Anderson. Ça fait 2 semaines qu'on en parle, donc ça sera la 3e. Ah bon, donc Martial va me dire que je radote. Non, mais alors... J'ai l'habitude de dire que quand un film est bon, il faut le redire plusieurs fois. C'est une excellente fable politique. Ne pas oublier que c'est celui qui a fait Grand Hôtel Budapest, qui avait énormément d'imagination. Énormément d'imagination, d'intelligence politique, parce que les critiques disent qu'on retrouve certains dictateurs coréens. Tu parles, Charles, on retrouve notre bonne tyrannie démocratique française. Il y a des tas d'allusions où on retrouve bien notre pays. C'est un film où l'on ne doit pas emmener les enfants en bas âge, comme j'ai vu dans les salles de cinéma. Non, c'est un film pour grands adolescents. Mais c'est un film intelligent sur l'amitié avec les animaux. Alors, on n'est pas dans
dans les délires actuels sur les droits des animaux. Hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est un film à voir, c'est un film enrichissant et c'est un film qui fait rire. Nous sommes très... la salle est... hilar. Hilar, non, parce que il y a des scènes douloureuses aussi, mais c'est un film plein d'humour sur la condition humaine. Voilà. Donc ça, j'irai le voir, mais alors ce que j'ai vu un film très intéressant, mais très spécial, s'appelle Mes Provinciales, oui. qui est effectivement un rapport avec les provinciales de Pascal, naturellement, qui a été fait par un dénommé Jean-Paul Siverac, que je ne connais absolument pas. Ça me fait penser beaucoup à un film qui s'appelait Les Tricheurs, vous les connaître, Carnet, si mes souvenirs sont bons. C'est en fait l'histoire de provinciaux, hommes, garçons et filles, qui viennent de province Bordeaux, Lyon, différents endroits, et qui se retrouvent à Paris pour faire des écoles de cinéma. Ils sont tous fans de cinéma. Il y en a un qui est un peu métis, qui s'appelle Thomas, super intelligent, mais très cynique, qui critique tout le temps les autres. Ça se termine mal d'ailleurs parce qu'il se suicide. C'est un film qui est assez pessimiste à la fin, et on prend un des jeunes comme ça, et on voit alors ses amours, j'allais dire comme disait ses amours, ses emmerdes, et puis ses passions de cinéma. Vous avez un moment un professeur qui donne un cours sur le cinéma italien, ça dure 2 minutes, c'est passionnant. Vous avez tout le cinéma italien entre 50 et 80 ou 70, avec tous les grands noms, Monicelli, enfin bref, tout le monde. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est un film qui fait évidemment allusion aussi pas mal par moment, mais enfin plusieurs fois, aux clandestins ou des choses comme ça, parce que c'est propagande oblige. Une connotation de gauche, mais c'est bien fait, c'est intelligent et ça se regarde avec beaucoup de plaisir. C'est un film un peu intellectuel, parce que sans arrêt, vous arrivez dans la chambre d'étudiants, il est en train de lire du Camus, du Pascal, etc. etc. Vous voyez, c'est un mélange de gens qui veulent être cinéastes, donc à peu près tous déçus parce qu'ils ne réussissent pas. Son court-métrage, il ne réussit pas à le faire. L'autre, tout le monde pense qu'il est le meilleur, et puis il ne monte jamais son film, à la fin il va se suicider, etc. Donc c'est quand même pessimiste, mais je trouve que c'est un très beau film, très intelligent. Pour ceux qui aiment vraiment le cinéma et cette espèce j'allais dire, de remake des Tricheurs, c'était sur un autre plan. Les Tricheurs, là, c'est pareil. Il laisse sa fiancée en province, puis évidemment, comme il est loin, il se détache, donc il a différentes aventures. Il échoue dans le cinéma, il échoue dans ses aventures sentimentales aussi. Mais à la fin, il y a un petit optimisme quand même qui revient. Bon. Non, mais c'est intéressant. Vous avez vu Place Publique? Ah, Place Publique, oui. Alors, j'ai beaucoup aimé. Avec le tandem. Jaoui Bakri. Qui ont écrit tous les deux le film, et c'est Agnès Jaoui qui l'a réalisé. Elle a eu l'intelligence de prendre Yvan Gello pour faire la photo, qui est quand même très belle, parce que lui, c'est quand même un très très bon dans son genre. Ça rappelle le sens de la fête, puisqu'il y avait aussi Bakri, ça se passe dans un huis clos quasiment. Avec une fête. Avec une fête aussi, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme, Léa Drucker, qui est productrice de télévision, avec tout ce que ça entraîne naturellement comme morgue, je suis là, je suis productrice, etc., qui a acheté une magnifique propriété à la campagne, pas très loin de Paris, 1 heure, dit-elle, ou une demi-heure. À vol d'oiseau. Et voilà, et à vol d'oiseau, répète toujours Jaoui, ce qui l'a mis en colère. Donc les gens arrivent. Alors le premier quart d'heure est un petit peu lent, parce que les gens arrivent, à part quand ils accrochent la voiture, on saura pourquoi après avec le chauffeur. C'est un peu lent. Et ensuite, ça démarre bien. Et là, c'est une critique très jolie, très acerbe de la société, du paraître. Cette société aussi des gens Alors, vous avez le personnage principal, ça tourne quand même autour de Jean-Pierre Bacry, qui interprète un personnage qui s'appelle Castro. Alors, sachant qu'ils sont tous les deux à gauche, est-ce que Castro, c'est pour rendre hommage à Raoul ou à Fidel Castro, ou à l'architecte Roland Castro, qui est très gaucho, je pense que ça doit être ça. Enfin bref, le monsieur Castro en question, qui est Jean-Paul Bacry, avec ses lunettes de soleil. Qui est un homme de télévision. Homme de télévision, qui fait une émission où il décortique les gens, etc. Mais son émission est en train de perdre des auditeurs, donc plutôt des spectateurs. Donc il est un peu sur la tangente, et on saura qu'il va se faire, à la fin, il va se faire virer, mais il va se faire rattraper aussi, parce qu'il met sa main sur la figure d'un jeune youtubeur, qui est un jeune, comme à l'heure actuelle, avec sa cour autour de lui,
totalement inculte, mais comme il dit, vous êtes l'idole des jeunes, l'autre lui dit, vous êtes l'idole des vieux. Et à un moment, ils se disputent dans le film, et alors, justement, c'est la critique de cette société. Il doit être licencié, mais comme ça a fait le buzz, parce qu'il a mis sa main sur la figure d'un youtubeur connu, eh ben, on va le récupérer. Et il va continuer à faire... Mais alors, Jaoui est son ex-femme. Vous avez toute une série de personnages qui sont dedans, qui sont intéressants. Une qui n'a pas grand intérêt, c'est une fille qui joue la serveuse et qui est fan de lui, qui prend des selfies sans arrêt. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Mais vous avez encore... ah oui, vous avez le paraître et la jalousie. Alors vous avez celui qui est là, qui est sans arrêt, à savoir, mais c'est qui lui? Je le connais pas. Oui, mais est-ce que c'est pas une petite autosatisfaction d'un milieu, oui, d'un milieu qui est quand même pas... C'est l'autosatisfaction. C'est quand même pas un milieu très très haut de gamme. Non, et on se filme et on se critique, mais on... Ah non, l'autosatisfaction du milieu tel qu'il le montre, mais Oui. c'est une critique très grande de Jaoui et Bakri qui ne font pas partie de ce milieu-là. Ils sont quand même à part dans le cinéma. Hein, vous allez dans les cocktails. Ah non, moi, depuis le sens de la fête, vous Frédéric... allez dans les cocktails, vous voyez ni Jaoui ni Bakri, ils sont pas... Non, non, ils travaillent de leur côté. Depuis le sens de la fête, c'est terminé, je ne vais plus voir ces gens-là. Ils s'expriment comme des charretiers, c'est une grossièreté sur grossièreté. Non, mais là, il n'y a pas véritablement... Non, il n'y a pas de grossièreté. Bakri joue extrêmement bien. Bon. Vous avez... Alors, c'est vrai que c'est le paraître, c'est une satire sociale qui est bien faite. Oui. Et il y a un hommage aussi à la chanson française, puisque on entend Claude, on joue du Claude François, un petit peu de Charles Trenet. Vous avez aussi, lui, il chante Yves Montand. Oui. Et alors, il est critiqué, on dit, mais pourquoi il chante? Il imite très mal, etc. Et on l'entend, c'est assez drôle. Et à la fin, il chante aussi Osez, osez, Joséphine d'Alain Bachoum. Oui. Donc, il y a quand même tout un hommage à la chanson française. D'accord. C'est très joliment fait. Bon. Et je trouve que c'est un beau film. Bon, et Escobar, alors vous avez vu ça? Escobar, c'est... Première partie, il y a deux parties, c'est alors assez c'est la long. vie de... Alors c'est en fait I Love Pablo, c'est l'histoire de Virginia Vallejo, oui. Qui est une fille de la télévision, qui était une présentatrice, ça, qui est allée pour faire un reportage. Et qui est tombée amoureuse qui est tombée amoureuse de lui. Alors comme elle le dit, j'ai aimé Paolo, mais j'ai détesté Escobar. Parce qu'ensuite, elle voit quand même... Alors, Escobar, qui est Escobar? Faut quand même... Escobar, tout le monde ne fréquente pas toujours Escobar. Il y a eu déjà 2 films sur Escobar, qui étaient pas mal faits. C'est quand même le grand patron de la drogue en Colombie. Voilà. Alors, au départ, c'est quelqu'un... Personne ne savait qui c'est la drogue, plus ou moins, etc. Il était bourré d'argent. Il avait une ville absolument somptueuse, un peu dans la jungle, avec des éléphants, etc. Tout ça, c'est vrai. Et puis ensuite, il y a eu la guerre à la drogue. Ça s'est un petit peu plus mal passé. Et au départ, il était adoré, parce que comme il était bourré d'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Comme la mafia en Sicile, etc. Ils aident les pauvres. Ils aident les pauvres. Oui. Les réseaux sociaux, je te paye les études de ton fils, etc. Donc les gens l'adoraient. Oui. Puis ensuite, il est tombé, c'était différent. Et comment il est tombé? Il est tombé parce qu'il a eu la DEA américaine qui était derrière lui. Mais il est en tôle ou il a été en tôle et ensuite il est mort. Alors il a été en tôle, mais alors... Il est mort comment? Il est mort flingué par les troupes qui le poursuivaient parce qu'il s'est évadé. Ah, il s'est évadé. Okay. Mais attendez, c'est extraordinaire parce qu'il avait fait un deal. Alors, déjà, la première partie, je vais vous perturber. La première partie, on voit un petit peu trop Penélope Cruz. Bon, c'est moins intéressant parce que le personnage principal, c'est Escobar, qu'elle l'aimait, etc. Bon, Penélope Cruz, elle fait un petit peu beaucoup tenue, je tortille un peu, etc. Elle est très bonne dedans. Elle est belle. Elle est belle, mais elle est très bonne parce qu'ensuite, il y a des moments où puis ça crise parce qu'elle est en danger, etc. Elle pleure, etc. Elle va en baver, oui. Et on voit qu'elle joue bien. Oui, mais elle le trahit après. Parce qu'auprès de Shepard, qui est la personne de la DEA, qui la suit un petit peu depuis le début, etc., qui sait qu'elle était là, à un moment, elle le trahit, elle donne les informations pour qu'il soit arrêté. Alors lui... Et il lui est pas arrivé de bricole? Elle craignait, il lui est arrivé des bricoles, elle était obligée de s'enfuir vite fait de Colombie, parce que effectivement, elle était obligée de s'enfuir. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième partie, alors on le voit qui effectivement est prisonnier, mais il a fait un deal, parce que il s'est dit, en Colombie, la prison, ça va être quand même assez facile, donc je me rends à condition qu'on ne fasse pas le traité d'extradition avec les États-Unis. Ah oui. Le gouvernement a accepté, il a annulé le traité, il l'a rendu caduc, donc il s'est rendu. Il s'est rendu, mais c'est lui qui a construit la prison,
Il a construit la prison avec ses propres argent. Il est carrément dans un salon, il fait 200 mètres carrés, il est à l'aise, il a tous ses hommes de main autour de lui, simplement il est cerné par des hommes armés, effectivement, etc., etc. Il est en prison, mais il est tranquille. Alors son ex vient le voir, sa fille aussi, parce qu'il était marié, etc., etc., et il continue à dealer ses affaires. Donc un tel, tu le liquides, machin, etc., etc. Comme très souvent les mecs en prison, parce que tous les autres doivent être arrosés. Alors il y a quand même un moment où il s'évade. Alors, au début, quand il était poursuivi, alors là, on le voit, je sais que Bardem, parce que c'est quand même Bardem aussi qui joue, il est pas mal, c'est un couple, hein, ils avaient joué dans Christina, machin, et dans Jambon, Jambon, tous les deux ensemble. On le voit de dos, tout nu, qui court dans la jungle parce qu'il est surpris. C'est le tas de graisse, on aurait pu l'éviter. Sinon, il joue bien le rôle d'Escobar. Alors, cette première partie, jusqu'au moment où il est comme ça en prison, puis ensuite, donc, il s'échappe de la prison, parce qu'en fait, le commutateur qui enlève l'électricité de tous les machins, c'était dans son salon. C'est lui qui pouvait appuyer sur le commutateur. C'était à hurler de rire, mais tout ça, c'est vrai. Et donc, ensuite, il est poursuivi. Et alors là, la deuxième partie, c'est très violent, parce qu'on vous montre comment lui, alors, se venge. Alors, il fait sauter tout le monde, et du terrorisme, des bombes. Et à ce moment-là, le gouvernement, pareil, c'est la traque. La traque continue, et on liquide tous ceux qui ont travaillé avec lui. Ça a été des deux côtés. Ça a été des deux côtés sanglants. Oui, vous faites bien de prévenir. C'est très dur. Film dur. Partie, oui, c'est un dur. Très dur. Torturé, tué, etc. pour la chasse. Et finalement, ils ont réussi à l'avoir. Et puis, il essaie de s'évader d'un appartement avec son second. Et puis, il se fait fusiller, etc. C'est un film qui est bien fait quand même. C'est un film un peu d'aventure, mais c'est une aventure réelle. Et quand même, c'est pas rien, Escobar. Bien, bien. Alors, pour résumer, si vous voulez rire, Miu Miu. Voilà. Et place publique. Place publique, c'est un petit sourire, c'est plutôt des sourires. Et puis les provinciales, plus intellectuels. Voilà, absolument. Et film d'action. Escobar. Voilà, merci Frédéric. De rien, merci Anne. À mercredi prochain, chers amis. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique livre, j'ai invité une grande romancière, Aude Pilorget. Bonjour Aude. Bonjour Anne. Aude n'est pas encore assez connue, c'est pour ça qu'elle est là. C'est d'ailleurs le travail de cette émission, c'est de vous faire connaître ce qui n'est pas encore connu et qui mérite de l'être. Aude est l'auteur d'une trilogie médiévale de soie, d'or et de sang, le roman de Guillem et La nuit de Bouvines aux éditions de l'Orfroy et sur le site Létropolis. Alors le site Létropolis, au début de la télévision, vous en avez entendu parler puisque son auteur, Pierre Cagini, est venu à ce micro. C'est un site internet qui publie des textes sur internet. Cette trilogie médiévale est tout à fait étonnante parce qu'elle met en scène des personnages passionnants, des personnages aux prises avec la vie quotidienne au Moyen-Âge et on est vraiment plongé dans les quartiers de Paris autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris comme le dernier roman, ou l'avant-dernier, le roman de Guillem, qui est l'histoire d'une famille de drapiers. Aujourd'hui, vous nous proposez « Ouvrez-moi les portes de justice ». C'est un roman contemporain. C'est plus facile d'écrire sur notre époque? Oui, absolument. Je peux dire des gros mots. Alors, le sous-titre est très amusant, ça s'appelle « Éloge de la masculinité ». Vous avez une pitié pour les hommes en ce moment? Écoutez, je n'ai pas plus de pitié pour les hommes que Monterland a eu de pitié pour les femmes, mais je trouve que je commence à en avoir assez, qu'on essaye de nous masculiniser et que les hommes n'aient pas le droit, eux, d'être ce qu'ils sont, masculins. Voilà. Et puis, il y a un goût chez moi très prononcé pour la provocation, puisque l'un des petits textes que j'ai écrits s'appelle « Aube dorée en Bretagne ». C'est aussi exprès, quoi. C'est l'histoire de flanquer une baigne au politiquement correct. Aube dorée étant ce mouvement très
très réactionnaire, au Voilà. bon sens du terme, en Grèce. Alors, c'est une sorte de Jules et Jim que vous nous racontez. 3 personnages, 2 hommes et une femme. Bah, c'est le roman français, et j'ai toujours rêvé d'écrire un roman français sur le thème de la princesse de Clèves, le thème du bal du comte d'Orgel. Ah oui. Enfin, c'est vraiment l'exercice de base, de style, je pense, auquel tout romancier devrait s'atteler. Hein, 2 hommes et une femme, qui va-t-il se passer? Qui va-t-il se passer? Hein, et j'ai voulu écrire une fiction qui est vraiment une fiction, parce que de nos jours, il n'y a aucun problème. On demande à Madame la princesse de Clèves, tu n'as qu'à divorcer puis partir avec le comte de Nemours. Absolument, qu'elle est sotte. Oui, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de... Tout ça, c'est balayé. Le plaisir avant tout. Et en plus de ça, Madame de Clèves reste chaste. Oui, absolument. Oui, donc oui, ça, oui. Là, pas de consommation, c'est pas possible aujourd'hui. Il faut consommer de tout, y compris du sexe. Alors, c'est une histoire très virile. Ces 2 hommes, les 2 amis, Reynald et Pierre, sont des êtres très virils. Oui, absolument. Même si l'un n'est pas un homme à femme, ce sont des hommes vraiment virils. Il n'est pas un homme à femme parce qu'il a subi un horrible oui, mais il y a surtout que c'est un stoïcien et qui veut qui est d'une moralité, je dirais, c'est même effrayant en fait, hein, qui veut que toutes ses actions soient absolument droites. Voilà. Droite et belle. Assez inadaptée, il faut bien le dire, au monde complètement inadaptée. Au monde contemporain. Et après une enfance difficile, voire même effroyable, il a un pauvre père qui est un homme politique de très haut niveau. Milliardaire. Le top niveau. Top niveau. Vous avez l'air d'en savoir pas mal d'ailleurs sur les élites mondialistes, politiques. J'ai lu les ouvrages de M. Pierre Hillard et d'autres aussi. Je fréquente des sites internet politiquement incorrects où on nous parle des élites mondialistes. Voilà. Alors, et ce père est ce qu'on pourrait appeler un nuisible. Si cet adjectif n'était pas attribué d'habitude aux petites bêtes, là c'est vraiment une grosse bête. Oui. Mais il est persuadé qu'il fait le bonheur de l'humanité. Et il est persuadé qu'il fait... Alors, les 2 hommes se rencontrent dans un conflit, dans un pays que vous ne situez pas, mais on voit bien ce conflit se passer dans ces guerres. On n'a que l'embarras du choix. Chronique en ce moment en Afrique. La vie y est extrêmement dure, bien évidemment, voire la survie, puisque ils vont connaître un événement guerrier qui fait qu'ils vont devoir survivre dans le désert, et c'est Reynald qui va porter Pierre qui est blessé pour échapper aux rebelles. Et de là va naître une amitié extraordinaire. Vous avez de très belles phrases pour parler de l'amitié. On n'en parle pas assez. Je trouve que l'amitié et l'amour sont des choses qui sont de nos jours dévoyées. On ne parle que de sexe tout le temps. C'est lassant. C'est lassant. C'est fatigant. C'est répétitif. Et c'est répétitif, oui. Et en plus, l'amitié existe. Et bien sûr, l'amitié existe. Et c'est une des beautés de ce monde. Et oui. Et ces 2 personnages vont rencontrer une troisième, qui est un personnage extraordinaire, lumineux, et qui est Cathy. Oui. Alors, qui est Cathy? Cathy n'est pas quelqu'un sur qui j'ai voulu m'appuyer. J'ai voulu vraiment développer uniquement les 2 personnalités d'hommes. Elle est là pour tenir son rôle, en fait. C'est une femme qui a beaucoup de personnalité, qui est belle, et qui a une personnalité d'enfer. Elle ne se laisse pas faire, et malgré tout, elle a quand même... Elle est entre ces 2 hommes, et elle a tout de suite choisi. Mais celui qu'elle a choisi ne le sait pas. Il faut le faire patienter un peu. Ça, c'est tout à fait féminin. Elle ne veut pas céder trop facilement. Et en outre, c'est une catholique intransigeante. Et les 2 hommes qui la courtisent, l'un n'a plus la foi et ne mène pas une vie du tout chaste, et l'autre est un athée convaincu.
Et elle va réussir, parce qu'en fait, c'est elle qui réussit. Oui. Elle va réussir à remettre en ordre de bataille, j'ai envie de dire, ces deux hommes qui sont quand même... qui sont gyrovagues et qui n'ont pas de point d'attache et qui n'ont qui n'ont plus le nord, qui ont perdu le nord. Tu es un homme, tu es un prédateur vagabond. La femme que tu vas peut-être épouser aura pour mission de te fixer dans un foyer. C'est qui ça? C'est Reynald qui dit ça à Pierre, Reynald, mais je trouve que c'est tout à fait ça. Oui, le rôle de la femme est énorme en fait. Oui. La femme est le pivot d'une société, j'en suis convaincue. C'est tout à fait... Moi, je suis persuadée que c'est ça. J'avais lu un livre écrit par un juif qui disait que la femme est le linteau de la porte de ta maison. Ah oui, c'est joli. C'est ce qui tient tout. Oui. J'avais trouvé... C'est tout ce que j'ai retenu de ce livre, mais j'ai trouvé que c'était très joli. Très, très joli. Alors, il y a aussi un aspect extraordinaire dans ce livre, c'est le cheminement et la conversion à plus d'un titre. Oui. Bien sûr, la conversion catholique, mais aussi la conversion intérieure, la purification intérieure, en quelque sorte. Et donc, il faut toute une vie pour arriver à le roman fait 450 pages. Voilà. Et donc, c'est l'histoire d'un cheminement que vous nous donnez. Oui. Et les deux hommes ont un cheminement extraordinaire. Oui, mais ça se termine avec un seul. Et ça se termine avec un seul, mais chacun a cheminé. Dans sa trajectoire, ah oui, bien sûr. Chacun a cheminé. C'est ce qu'il faut. Et ça, c'est très intéressant parce que le roman contemporain aussi a une sale habitude de nous faire vivre uniquement dans le présent et pas dans le devenir. Et là, vous présentez des êtres en devenir. Oui, ça se déroule sur toute une vie, entre 25, pour le personnage essentiel, entre 25 et 85 ans. Ça se déroule sur 60 années. Et encore, j'aurais pu faire le double, hein. J'ai eu pitié du lecteur. Oui. Alors, je dois vous dire, chers auditeurs, que ce livre se dévore et que je l'ai lu 2 fois, personnellement. La première fois, quand Aude me l'a adressé, j'ai pas pu m'arrêter. Et la deuxième fois, juste avant l'émission. Et à chaque fois, j'y ai trouvé mon bonheur. Il y a un autre aspect qui est extrêmement bénéfique dans votre livre, c'est le rôle de la souffrance. Oui. Votre livre s'appelle « Ouvrez-moi les portes de justice ». C'est donc un psaume, et ces portes de justice, c'est les portes du paradis. Les portes du paradis. J'ai envie de citer une phrase de Léon Bloy que j'aime beaucoup. « Ce qu'on nomme la voie lactée, sans y rien comprendre, c'est un immense fleuve de larmes dont l'estuaire est au paradis. » C'est tout à fait juste. Oui, qui fait l'amour fait la souffrance. On ne peut pas aimer sans souffrir. Et si vous n'aimez personne, vous ne souffrirez pas, évidemment, mais vous ne serez pas pour autant heureux. C'est un état absolument déplorable, quoi. Oui. C'est peut-être pour ça qu'on a éradiqué l'amour. C'est trop, trop dangereux, finalement. Oui, bien sûr. Hein. Oui, c'est risqué d'aimer, c'est vrai. C'est très risqué. C'est trop coûteux. Et c'est coûteux, oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai, Monterland, dans La Reine morte, dit une phrase que j'ai citée dans un roman précédent. « Si la douleur possède la fumée comme les flammes, le monde serait dans une éternelle nuit. » Ça, c'est la reine qui dit ça à Cisneros, mais c'est tout à fait juste. Hein. Mais le Christ n'est pas venu pour supprimer la souffrance, mais pour la remplir de sa présence. Et la sublimer, en quelque sorte. Et c'est ce que fait mon personnage principal. Il a sublimé. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu écrire. En gros, Jules et Jim, c'est l'histoire d'un double sacrifice. Vous avez lancé le mot. Vous avez lancé le mot. Voilà, et c'est un sacrifice qui est coûteux, qui est douloureux, qui est crucifiant. Et que ce soit l'un ou l'autre, l'homme qui se sacrifie, la femme qui se sacrifie après, c'est quelque chose qui est très très dur, mais qui est quelquefois demandé à l'être humain. Et dont les personnages sortent grandis. Et dont les personnages sortent absolument grandis. Si chacun avait écouté son désir, là où le poussent ses
ses instincts, ses pulsions, il n'aurait pas réussi sa vie comme non. ça, Non. en fait. Et puis, il y a un autre aspect merveilleux, c'est que ces familles que vous décrivez, qui sont quand même des bien jolies familles, à qui il arrive, comme à toutes les familles, des gros drames. Des drames, oui. Ces familles jouent de la musique. Reynald est un violoniste hors pair. Oui. Il est un bon pédagogue. Il crée un autre violoniste. Pierre chante. Cathy joue du piano. Expliquez-nous le rôle de la musique. Eh bien, j'ai toujours aimé la musique. J'ai fait un petit peu de piano, mais j'avais aucun don. Et je n'ai pas continué. Mais enfin, je chante. J'ai toujours aimé chanter. J'ai appris à chanter parce que je ne savais pas. J'ai toujours chanté quand j'étais seule. Je ne suis pas sûre que ma voix plaise, donc je chante un petit peu de tout, de tout ce qui me plaît, certains airs. Et j'écoute énormément de musique. Et j'en ai toujours écouté quand j'écrivais. Et alors, vous nous donnez voilà, c'est formidable. Je sais pas, une cinquantaine de références, absolument, toutes magnifiques les unes que les autres, plus magnifiques. Des airs qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai été sur YouTube frénétiquement pour découvrir notamment Jean-Marie Leclerc et ses sonates pour 2 violons que j'ai trouvées bien belles. Alors, vous avez plusieurs explications. Vous dites que la musique diminue la peine. Aussi, oui. Oui. Et vous avez dit aussi hier sur Radio Liberté que la musique pénétrait le fin fond de l'âme humaine. Oui, je pense que c'est très important, et je l'ai dit d'ailleurs dans le roman, les harmonies de Bach font pénétrer jusqu'à l'intime de vous-même, là où tout est calme, en fait. C'est ça. Le noyau dur. Le noyau dur de l'être, ce qu'on étudie en formation PRH, que j'ai suivi quelque temps, qui n'a qu'un temps, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'une formation PRH? Personnalité, relations humaines. Ah. J'avais suivi ça quand j'avais une vingtaine d'années, en fait. C'était pas mal. Pour essayer de faire que les gens soient plus heureux, plus épanouis. Et ça m'avait fait du bien. Mais c'est toujours ces trucs-là, ce ne sont jamais que des techniques, en fait. Hein. Quand vous êtes vraiment taré, ça peut rien faire, quoi. C'est surtout quand vous ne faites aucun effort. Oui, parce que c'est quand même dur. Quand vous n'avez pas conscience du problème. Oui. Vous écrivez aussi très joliment que la musique est le dialogue avec Dieu. Enfin, là, vous citez Sainte Élisabeth de la Trinité. Voilà, j'aime beaucoup Sainte Élisabeth de la Trinité qui a exploré ce qu'était la Trinité, ce qui est notre spécificité à nous catholiques. Nous aimons un Dieu unique en 3 personnes divines. Et ça, aucune religion ne le fait. Et on nous accuse d'être trithéistes, ce qui est faux, car Dieu est unique, mais il ne s'est incarné, il s'est incarné en une personne. Et Élisabeth de la Trinité disait que cette femme fantastique, elle est morte à 25 ans en 1905, je crois, 1880-1905, disait je crois que mon rôle sera d'aider les gens à sortir d'eux-mêmes. Et je pense que ça, de nos jours, on en a vraiment besoin. Mais je trouve que votre roman aide aussi à sortir de nous-mêmes. Et je trouve qu'il est extrêmement utile. Et il sera utile à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas. Et parce que vos personnages, il y a un des personnages qui ne croit pas, hein, Pierre. Oui. Il ne trouve pas ça très, très utile. Oui, lui, il fait beaucoup d'efforts parce qu'il aime Cathy. Mais il y a beaucoup de leçons dans ce livre. Aude Pilorget, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Vous trouverez ce livre, chers auditeurs et téléspectateurs, à la Librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, métro Duplex à Paris, du mardi au samedi. Chez moi aussi. Et chez vous, le téléphone 06 22 11 69 54. Je n'habite pas à Paris. Merci beaucoup d'avoir écrit ce très très beau livre, chère Aude Pilorget. À très vite, chers amis de TV Liberté.